Deux mondes se font face. L'Afrique qui tranche ses chaînes, la Caraïbe qui pèse chaque pas. L'un avance par rupture, l'autre par prudence, deux réponses à la même blessure coloniale. Le discours oppose diplomatie et délivrance, prudence et courage, jusqu'à faire de Ibrahim Traoré le symbole d'un refus de genoux pliés. Et si derrière cette divergence se cachait la question du siècle noir, qui des deux trace la route vers la véritable souveraineté ? Entre stabilité et liberté, c'est moins une différence de ton qu'un choix de destin. L'adresse d'Ibrahim Traoré n'est pas une simple tirade politique. C'est un manifeste qui redéfinit le prix de la dignité dans un monde où la stabilité se monnaie. Le véritable bénéfice, dit-il, est d'échanger la peur contre la souveraineté. Car derrière le verbe, il y a l'enjeu concret, l'indépendance économique face au FMI, la maîtrise de la monnaie face à Paris, la liberté diplomatique face à Washington. L'Afrique qu'il évoque n'attend plus d'aide, elle exige de ne plus dépendre. Pour la Caraïbe, le miroir est cruel, stabilité obtenue au prix du consentement, croissance garantie par des dettes que d'autres signes. La promesse implicite du discours réside dans cette tension. Si le courage bâtit les nations, combien de prudence faut-il pour les étouffer ? C'est là que naît la question suspendue. La Caraïbe écoutera-t-elle la leçon de l'Afrique ou la lira-t-elle comme une menace ? La révélation survient dès l'ouverture. En moins de 2 ans, 3 États sahéliens, Mali, Niger, Burkina Faso, ont rompu simultanément avec Paris, chassant troupes et accords militaires. Cette synchronie n'est pas un accident, c'est un basculement stratégique mesuré à la seconde près. Lorsque Ibrahim Traoré prononce son discours, il ne parle pas d'un rêve panafricain abstrait, il parle d'un cycle qui s'est déjà engagé. 2022 voit la chute des vieilles structures de tutelle, 2023 consacre la naissance d'alliances africaines nouvelles, où le mot indépendance se conjugue enfin au présent. Face à cela, la Caraïbe demeure prudente. Les chancelleries invoquent la diplomatie multilatérale, les forums, les sommets, mais derrière le langage policé se cache une peur très concrète, celle de perdre les garanties financières et les corridors commerciaux hérités de l'Empire. Le paradoxe du moment réside ici. Plus l'Afrique se libère, plus la Caraïbe se retrouve observée comme le prochain test de loyauté du monde noir. Cette tension redessine la carte invisible des dépendances. De Port-au-Prince à Kingston, chaque capitale pèse la même question. Faut-il négocier sa survie ou l'imposer ? Le contexte que dresse Traoré est brutal. La dette n'est plus un instrument comptable, c'est une arme. Et chaque taux d'intérêt devient une frontière invisible entre les peuples libres et ceux sous tutelle. Sous le vernis du protocole, c'est donc une lutte narrative qui se joue, celle du récit africain qui veut redevenir central. Ce n'est plus une bataille de soldats, mais de symboles, non plus une occupation militaire, mais une reconquête du sens. Dans ce nouvel échiquier, 2 voix se font écho sans jamais se confondre. La première, celle d'Ibrahim Traoré, incarne l'urgence du terrain, un capitaine devenu chef d'État qui parle moins de théorie que de survie. Son Burkina Faso, isolé par les sanctions, a choisi de miser sur l'autosuffisance, relançant des coopératives agricoles et suspendant des contrats miniers jugés léonins. Ce virage brutal coûte des millions, mais il forge un sentiment collectif. Mieux vaut perdre du confort que du contrôle. En face, Andrew Holness reste fidèle à la voie jamaïcaine. Diplomatie, stabilité, crédibilité financière. Dans les réunions du Commonwealth, il plaide la prudence comme vertu politique. Un pays de 3 millions d'habitants ne peut pas se permettre la rupture. Pourtant, à Kingston, la jeunesse murmure déjà un autre refrain. L'Afrique ose, pourquoi pas nous ? Les premiers sondages médiatiques montrent une curiosité croissante pour la ligne Traoré, même parmi ceux qui craignent ses conséquences économiques. Entre ces 2 pôles s'étend un espace incertain où s'écrivent les nouvelles règles du leadership noir. Le pragmatisme jamaïcain s'observe désormais à la lumière du courage burkinabé. Et cette comparaison subtile agit comme un miroir moral pour toute la diaspora. Le vrai test du pouvoir n'est plus la prudence, mais la portée du courage. Tout commence avec une rupture publique le 2 octobre 2022. Ibrahim Traoré annonce l'expulsion des troupes françaises du Burkina Faso. La décision choque les chancelleries africaines. Elle rompt un tabou vieux de 60 ans. En quelques semaines, les bases militaires ferment, les conseillers partent, les drapeaux changent. L'acte n'est pas seulement militaire, il symbolise la fin d'une ère d'obéissance contractuelle. À Niamey, à Bamako,
Les radios locales diffusent les discours de Ouagadougou comme on diffuse des hymnes. La contagion politique commence. La France réagit, gel d'aide, suspension de programmes, campagne médiatique. Les chancelleries européennes parlent de isolement, mais dans la rue, le mot isolement devient synonyme d'indépendance. Les marchés se réorganisent, des accords logistiques se signent avec la Russie, la Turquie, puis l'Iran. Dans les mois suivants, les militaires burkinabés consolident une alliance tripartite avec le Mali et le Niger. Ce bloc sahélien, que les experts appelaient chimérique, devient réalité. Partage de renseignements, coopération énergétique, plan de monnaie commune. Les analystes occidentaux évoquent une dérive autoritaire. Les populations y voient un renversement du pouvoir narratif. Le centre n'est plus Paris, il est désormais africain. Dans le même temps, la Jamaïque assiste à ce spectacle avec une fascination inquiète. Les think tanks de Kingston publient des notes sur l'effet Traoré. Le gouvernement maintient le silence, mais les débats publics s'enflamment. Faut-il, comme Ouagadougou, briser la dépendance ou préserver la stabilité ? L'année 2023 marque la propagation. À l'ONU, plusieurs délégations africaines demandent une réforme des prêts du FMI, la CEDEAO, fragilisée, perd son autorité morale. Les médias panafricains émergent, contournant les circuits occidentaux. Sur les réseaux, la jeunesse caribéenne s'identifie au ton direct du capitaine burkinabé. Des slogans apparaissent. Courage construit, diplomatie détruit. Cette onde culturelle précède toute réforme institutionnelle, mais prépare le terrain. Chaque sanction renforce la cohésion interne. Chaque menace extérieure rallume la fierté nationale. Le discours de Traoré devient une matrice pour les mouvements anticolonialistes dispersés. À Port-au-Prince, un professeur d'histoire résume « Ce que l'Afrique ose, la Caraïbe ressent. Le tempo a changé. La politique n'est plus un langage de prudence, c'est une mesure de souffle. Voici le premier repère concret. Avant la rupture, le Burkina Faso dépendait à 72% des importations alimentaires. Un an plus tard, ce taux est descendu à 55%. La baisse n'a rien de miraculeux. Elle résulte d'un programme de relance agraire où l'armée elle-même laboure, irrigue et protège les récoltes. Ibrahim Traoré le présente comme une mobilisation nationale du ventre, un geste politique plus qu'économique. Voici le deuxième repère, le budget de défense. Entre 2021 et 2023, il passe de 170 à 280 millions de dollars. 12 mots suffisent pour comprendre. La souveraineté se finance par la réallocation, pas par l'aide. Les infrastructures civiles ralentissent, mais les frontières tiennent. Ce glissement budgétaire illustre la stratégie assumée. Mieux vaut un pays armé qu'un pays assisté. Voici le troisième indicateur, la croissance. Officiellement, elle chute de 6,5% à 3,8% en 12 mois. Pourtant, dans les marchés de Ouagadougou, les prix du maïs et du mil se stabilisent. L'économie visible ralentit, mais l'économie vivante respire. Les économistes parlent d'une restructuration par la base, où la perte de flux étrangers s'échange contre un gain de souveraineté monétaire. En face, les chiffres caribéens racontent l'inverse. La Jamaïque affiche 1,7% de croissance 2023, record régional. Mais 38% de sa dette publique est détenue par des créanciers étrangers. Le modèle fonctionne tant que les taux restent favorables. Cette dépendance structurelle transforme la prudence en politique. Stabilité garantie, autonomie différée. Les think tanks de Bridgetown et de Port of Spain ont tenté de modéliser l'impact d'un scénario à la Traoré. Résultat, dans une économie insulaire moyenne, la rupture soudaine avec les bailleurs ferait grimper l'inflation de 9 à 15% en 6 mois. Mais ces mêmes rapports admettent que les profits des exportations, aujourd'hui captés à 60% par des groupes étrangers, pourraient être renationalisés à terme. Autrement dit, le risque immédiat masque le rendement différé. Ces courbes et pourcentages, froids en apparence, décrivent un dilemme existentiel, choisir entre la sécurité du prêt et le coût de la liberté. Dans les bureaux des ministères caribéens, on en discute comme d'une équation budgétaire. Dans les rues de Ouagadougou, on la vit comme un combat. Les chiffres ne tranchent rien, ils exposent seulement la cohérence du geste. Et c'est précisément cette cohérence,
traduite en résultats tangibles qui obligent désormais la Caraïbe à réévaluer ses certitudes diplomatiques. Les comptes se ferment, mais la question reste, que vaut l'obéissance ? Le premier argument, répété dans les cercles diplomatiques caribéens, est celui de la prudence. La rupture, dit-on, coûte plus cher qu'elle ne rapporte. Un État insulaire sans ressources minières ni masse continentale ne peut imiter le Burkina Faso. L'économie jamaïcaine, par exemple, dépend à 70% du commerce extérieur et à 40% du tourisme. Dans ce cadre, défier les institutions financières reviendrait à compromettre la survie nationale. La diplomatie multilatérale serait donc non pas une faiblesse, mais une stratégie de survie, négocier pour exister. Le second argument, porté par certains intellectuels africains, défend la rupture comme seule voie vers la dignité. Selon eux, toute prudence face à l'Empire prolonge la dépendance. Ibrahim Traoré devient ici un précédent, pas une exception. En chassant les forces étrangères et en rejetant le franc CFA, il n'a pas isolé son pays. Il l'a réinscrit dans un nouvel espace de coopération sud-sud. Ce modèle, affirme-t-il, n'exige pas de copier l'Afrique, mais d'oser la cohérence, rompre avec ce qui humilie, non avec le monde. Entre ces deux pôles, la discussion n'oppose pas raison et folie, mais deux conceptions du temps. La prudence vise la stabilité à court terme, la rupture construit la souveraineté à long terme. Les deux veulent la même fin, le contrôle du destin, mais divergent sur la méthode. Et si le vrai clivage n'était pas géographique, mais générationnel ? La jeunesse, des deux côtés de l'Atlantique noir, ne raisonne plus en termes de risque politique, mais de dette morale. Elle voit dans la diplomatie prudente une forme de lente asphyxie. Là où les anciens craignent le chaos, les jeunes réclament la cohérence. Le silence devient stratégie. À mi-parcours, le débat quitte les tribunes officielles pour gagner les consciences. Dans les rues de Kingston, des collectifs universitaires diffusent des extraits du discours d'Ibrahim Traoré, traduits en créole jamaïcain. Sur les réseaux, la vidéo franchit 1 million de vues en quelques jours. Ce n'est plus un échange entre dirigeants, mais entre peuples. Le ton change. Moins de rhétorique, plus d'interpellations directes. Dans les salles de cours, on compare les trajectoires d'Haïti et du Burkina Faso. Dans les studios, des artistes reprennent ces phrases en vers. Ce glissement culturel marque la véritable fracture. Le pouvoir narratif passe des chancelleries aux citoyens. La Caraïbe, longtemps spectatrice de la géopolitique africaine, devient son miroir émotionnel. L'idée d'un axe noir global cesse d'être une utopie pour devenir une conversation. Et c'est là que tout bascule. La diplomatie n'est plus l'art d'éviter le feu, mais celui de rallumer la mémoire. La parole d'un homme devient le moteur d'un continent. Pour les États, la rupture burkinabé a redéfini la marge de manœuvre des gouvernements africains. En affirmant sa souveraineté militaire et monétaire, Ibrahim Traoré a forcé ses homologues à clarifier leur position. Le Mali et le Niger ont suivi, créant une nouvelle entité géopolitique, l'Alliance des États du Sahel, capable de parler d'une seule voix face aux institutions occidentales. Dans les chancelleries caribéennes, ce précédent agit comme un miroir politique. Que vaut la stabilité si elle se paye d'obéissance ? Plusieurs ministres des Affaires étrangères ont commencé à réévaluer leur protocole d'aide et leur dépendance budgétaire vis-à-vis de l'extérieur. Pour les entreprises, les sanctions économiques ont poussé le Burkina Faso à restructurer ses circuits internes. Les sociétés minières d'État ont repris la gestion de 3 concessions stratégiques. Les exportations d'or non raffiné ont chuté de 15%, mais les revenus domestiques ont progressé de 12%. Ce rééquilibrage a inspiré des réflexions en Jamaïque et à Trinité et Tobago. Peut-on revaloriser les filières locales sans rompre les accords internationaux ? Le débat sur la propriété réelle des ressources traverse désormais les deux rives de l'Atlantique noir. Pour les citoyens, les effets sont contrastés. Au Burkina Faso, les prix de l'énergie augmentent de 9%, mais la fierté nationale atteint des niveaux records. La perception du pouvoir change. L'État n'est plus un gestionnaire de dette, mais un bouclier identitaire. Dans la Caraïbe, les mouvements étudiants et culturels se nourrissent de ce récit de résistance. À Kingston comme à Castries, des campagnes Buy Black, Invest Local émergent, cherchant à transformer la solidarité symbolique en économie circulaire. Pour la région, le choc burkinabé a provoqué une recomposition des alliances. Le bloc sahélien se rapproche du BRICS,
La France réduit son empreinte sécuritaire, les États-Unis observent. Dans le même temps, le ton des médias occidentaux évolue. De crise sahélienne, on parle désormais de révolution de souveraineté. Cette requalification sémantique signale que la bataille de perception est en cours. La Caraïbe, encore prudente, devient un pivot potentiel entre les deux mondes noirs. Relais diplomatique, pont culturel, zone test de solidarité. Les conséquences sont multiples, mais convergent vers une même leçon. La souveraineté n'est plus une posture morale. C'est un calcul d'équilibre. Et pour la première fois depuis des décennies, l'équation est écrite hors des capitales occidentales. Ce que l'Afrique ose aujourd'hui, la Caraïbe devra l'assumer demain. Dans le scénario de base, les États sahéliens consolident leur alliance, mais les retombées économiques restent fragiles. Les partenaires alternatifs, Russie, Turquie, Chine, fournissent un soutien limité, surtout militaire et symbolique. Les marchés internes s'adaptent, mais la pression sur les finances publiques demeure. Dans ce scénario, la stabilité politique prime sur la transformation économique. La Caraïbe, observatrice prudente, maintient ses relations traditionnelles tout en ouvrant quelques canaux diplomatiques avec l'Afrique. L'équilibre se conserve sans basculement majeur. Dans le scénario optimiste, le tournant panafricain s'amplifie. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger réussissent à formaliser une monnaie commune et un cadre de défense coordonné. Les échanges sud-sud augmentent de 25%. Un fonds d'investissement de la diaspora voit le jour, incluant des acteurs caribéens et brésiliens. Cette dynamique culturelle et économique redéfinit la carte du monde noir. Du Cap à Kingston, on parle de front commun. L'image d'Ibrahim Traoré évolue, de figure militaire à symbole d'intégration géopolitique. La Caraïbe profite de cet élan pour repenser son rôle, non plus périphérique mais partenaire. Dans le scénario pessimiste, les sanctions s'intensifient, les circuits commerciaux africains s'étouffent, la monnaie commune échoue, les tensions internes réapparaissent. Le bloc sahélien se referme sur lui-même, tandis que la Caraïbe, effrayée par la répression économique, s'éloigne à nouveau du projet panafricain. Le fossé se creuse, d'un côté, le courage isolé, de l'autre, la prudence institutionnelle. Dans ce scénario, les puissances extérieures reprennent la main sur la narration mondiale. Le récit de souveraineté s'efface au profit du retour à l'ordre stable. Ces trois trajectoires ne décrivent pas seulement des économies, mais des imaginaires. La différence entre effondrement et renaissance ne tient peut-être qu'à une variable, la capacité du monde noir à choisir la cohérence plutôt que la conformité. Le futur n'appartiendra pas à ceux qui imitent, mais à ceux qui alignent. Dans les cafés de Port-au-Prince, les campus de Kingston ou les studios de Lagos, le discours de Ibrahim Traoré n'est plus seulement un texte politique, c'est une étincelle. Il nourrit une conversation souterraine, souvent murmurée, parfois chantée, sur ce que signifie encore liberté, quand tout semble déjà décidé. Les jeunes artistes y trouvent un lexique nouveau, souveraineté, courage, histoire. Les enseignants, eux, l'utilisent pour interroger les programmes scolaires encore calibrés sur les références coloniales. Et les journalistes commencent à couvrir le Sahel autrement, moins comme une zone à risque, plus comme un laboratoire politique. Il se dessine trois cercles. Le premier, celui de la jeunesse, absorbe les idées avant les bilans. Pour elle, Traoré n'est pas un modèle, mais une preuve. On peut dire non sans disparaître. Le second, celui des intellectuels et militants, traduit cette audace en cadre d'action. Campagne de sensibilisation, festival de pensée décoloniale, jumelage entre campus africains et caribéens. Le troisième, celui du grand public, observe encore à distance, partagé entre admiration et prudence. Ce changement silencieux prépare une transformation lente, celle d'une conscience collective reconnectée. On ne parle plus seulement d'économie ou de dette, mais d'appartenance. Et peut-être que là réside le vrai pouvoir des mots, rappeler aux peuples dispersés qu'ils ne sont pas des exceptions, mais des fragments d'une même promesse. La révolution la plus durable n'est pas militaire, elle est mémorielle. Dans le tumulte des déclarations et des sanctions, certains cercles panafricains ont tenté de transformer les mots en méthode. 5 étapes reviennent, simples, mesurables, mais exigeantes. La première étape est l'éducation. Créer un réseau d'universités noires connectées, Afrique, Caraïbes, diaspora,
pour enseigner non pas seulement l'histoire coloniale, mais les sciences politiques et économiques depuis des références endogènes. La deuxième est la finance, fonder une institution de crédit panafricaine alimentée par les fonds souverains et la diaspora. Non pas un nouveau FMI, mais une banque qui prête sans aliéner. La troisième est la culture, relancer des médias indépendants, produire des films et musiques qui célèbrent les résistants oubliés. Là encore, Ibrahim Traoré insiste, celui qui contrôle le récit, contrôle l'avenir. La quatrième est la gouvernance. Mutualiser les institutions africaines et caribéennes autour d'un observatoire commun sur la souveraineté, énergie, agriculture, défense. Chaque rapport annuel deviendrait un instrument d'auto-évaluation, non de validation externe. La cinquième est la solidarité. Formaliser un pacte symbolique, un peuple, plusieurs territoires, pour que chaque crise africaine trouve un écho caribéen, et inversement. Ce plan n'est ni utopique ni immédiat, il repose sur une idée simple, la cohérence comme mesure du courage. Si les États échouent, les sociétés civiles peuvent reprendre le flambeau. La souveraineté n'a pas besoin d'alliés, elle a besoin d'exemples. Quand Ibrahim Traoré s'adressait à Andrew Holness, il ne parlait pas seulement à un Premier ministre, il parlait à un frère. Derrière le ton martial, il y avait une fraternité blessée mais lucide, celle des peuples noirs qui se reconnaissent, sans se rejoindre encore. À Kingston, certains ont entendu un reproche, d'autres un rappel. Dans les rues de Ouagadougou, on se souvient de cette phrase « Le courage construit les nations ». Peu important les drapeaux, c'est la même fatigue qui relie les continents, la lassitude d'attendre une liberté conditionnée par d'autres. Le feu dont il parlait n'était pas celui de la guerre, mais celui de la mémoire, celui qu'Haïti alluma, que Marley chanta, que Sankara porta. Et s'il revient aujourd'hui, c'est pour rappeler que la fidélité n'est pas à une alliance, mais à une promesse, celle de ne plus plier genoux. La dignité n'a pas de frontières. Ce n'est pas un adieu entre dirigeants, mais une réplique entre générations. Car toute révolution finit par demander la même chose. Non pas qui a raison, mais qui se souvient. La boucle se referme, non pas dans les couloirs du pouvoir, mais dans les places et les écrans où circulent désormais les mots. Ce qui était un discours devient un miroir. Ce que l'on appelait géopolitique redevient une conversation. En Afrique, comme dans la Caraïbe, une même question s'élève. Que faire de cette énergie retrouvée? La transformer en institution ou la garder comme mémoire? Les voix se multiplient, parfois dissonantes, mais un fil commun les relie, le refus de l'oubli. Les nations ne naissent pas d'accords signés, mais de phrases qui tiennent, et celle-ci en est une. La liberté n'a de sens que partagée. L'enjeu n'est plus de savoir qui dirige, mais qui écoute. Parce qu'au fond, l'histoire n'attend pas de héros, elle attend des témoins lucides. Et si cette fois le courage devenait contagieux,